La reine Camilla vient d'être officiellement dépouillée de tout son pouvoir et de tous ses bijoux, placée en résidence surveillée comme une criminelle au cœur même des murs du palais. La cause de ce verdict sans jury est un vol historique exécuté juste sous le nez du roi Charles. Elle a été démasquée comme étant la cerveau qui a détourné des dizaines de millions de livres sterling du trésor royal, achetant discrètement une série de méga-villas dans les Caraïbes pour ses proches du sang. Celle qui a personnellement déchiré ce rideau de velours sale n'est autre que la princesse Anne. L'ensemble du réseau de blanchiment d'argent, les reçus des transactions souterraines et le sceau personnel de Camilla étaient contenus dans une boîte en acier de microfilm saisie par Anne après une chasse implacable. Face à des preuves irréfutables et en acier trempé, le roi Charles s'est retrouvé acculé, s'effondrant, alors qu'il constatait de ses propres yeux l'ultime trahison de la femme qui partageait son lit. Au lieu de livrer la voleuse à la police pour l'exposer au monde entier, la famille royale a infligé une punition brutale mais profondément silencieuse. Cette vérité sale pourra-t-elle être enterrée à jamais pour protéger le prestige du trône? Et que deviendra la survie de la monarchie lorsque les fissures de la trahison ont dévasté son noyau de l'intérieur? Le banquet royal venait de se terminer, laissant derrière lui le glamour artificiel typique de la monarchie. Les gigantesques lustres en cristal suspendus dans le grand hall du palais de Buckingham continuaient de projeter une lumière aveuglante, se reflétant sur les portraits dorés des rois du passé. La foule d'invités politiciens aux sourires industriels et aristocrates drapés dans des robes coûteuses s'était progressivement retirée vers les jardins extérieurs. La princesse Anne ne se fondait pas dans cette foule bruyante. Elle recula dans un coin caché juste contre le bord d'un lourd rideau de velours cramoisi à fils d'or, levant la main pour ajuster l'écharpe de médaille sur sa poitrine. Toute la vie d'Anne était un dévouement au devoir, une gardienne silencieuse qui ne réclamait jamais les projecteurs pour elle-même. Soudain, le rare silence du palais fut déchiré par des pas précipités et lourds résonnant dans le couloir et une zone réservée strictement au personnel haut gradé. Deux hommes en costume noir apparurent. Anne les reconnut immédiatement. Ce n'étaient ni des gardes ni des majordomes diligents. C'étaient les hommes de main les plus fidèles, spécialisés dans le travail dans l'ombre, sous les ordres directs du bureau privé de la reine Camilla. Ils ne se promenaient pas. Ils se tenaient dos au mur de marbre, leur attitude mêlant panique et fureur désespérée. Le plus grand, le visage rouge de colère, attrapa l'autre par le col. Il plongea la main dans sa poche intérieure, sortit une liasse de papier pliée en quatre et la plaqua violemment contre la poitrine de l'autre homme. Chaque mot sifflait entre ses dents, étouffé au maximum pour ne pas résonner dans le grand hall, tout en portant une menace venimeuse. L'homme grand l'interrogeait sur un flux massif d'argent, un budget fraîchement détourné du fonds noir des tournées royales, qui avait été mal acheminé. Le plan initial était de canaliser cet argent directement vers une banque offshore anonyme en Suisse, où toutes les transactions étaient protégées par une loi du silence. Mais une erreur fatale du service de transit avait envoyé les dizaines de millions de livres directement dans un trust privé honteusement exposé aux Caraïbes. Pendant la lutte, la main tremblante de l'homme plus petit repoussa l'autre, essayant de justifier sa propre incompétence. La poussée violente fit lâcher la liasse de documents. Une fine feuille glissa du pli voltigeant dans l'air comme une feuille mourante, annonçant un hiver rigoureux avant de tomber hors de vue au pied de la statue en bronze de la reine Victoria. C'est alors que le tapotement rythmé des bottes du garde de patrouille de nuit résonna au bout du hall. Terrifiés, les deux hommes se lâchèrent immédiatement, rajustèrent leurs vestes et se séparèrent rapidement dans deux directions différentes, disparaissant dans les passages sombres comme des rats d'égout ayant senti la lumière. L'espace retourna au silence, ne laissant que le tic-tac de la gigantesque horloge de parquet doré. La princesse Anne émergea lentement de derrière le rideau de velours. Son visage ne trahissait aucune émotion, conservant la résolution tranchante et inébranlable d'une statue de pierre sculptée il y a des siècles. Elle s'avança et se baissa. La feuille de froissée reposait maintenant dans la paume de sa main gantée de blanc-neige, sous la lumière jaune pâle et vacillante du couloir. Chaque ligne de texte, chaque chiffre, apparaissait clairement comme des poignards plantés directement dans la fierté de la maison royale.
C'était un reçu de virement interne. Le montant indiqué n'était pas de quelques milliers ou dizaines de milliers de livres pour payer des robes de soie ou des galas de charité destinés à aveugler le public. Le chiffre atteignait des dizaines de millions de livres. Le reçu indiquait clairement la destination, un fonds fiduciaire totalement inconnu, non répertorié dans aucun portefeuille officiel ou officieux de gestion d'actifs de la famille. Et ce qui fit se serrer la poitrine d'Anne, frappant directement ses yeux perçants, était le coin inférieur droit de la feuille. Ce n'était ni la signature du majordome en chef, ni celle du comptable royal, mais le sceau de cire rouge vif et la signature manuscrite tranchante, portant le blason personnel de la reine Camilla. La preuve flagrante se trouvait dans sa main. Le cœur de toute la corruption avait été mis à nu. L'ennemi n'avait pas amené une armée de l'autre côté de la Manche. L'ennemi n'était ni les tabloïds ni les politiciens d'opposition. L'ennemi vivait au cœur même du royaume, partageant le lit du roi, se drapant chaque jour dans des vêtements luxueux, souriant, avec bienveillance devant des millions d'objectifs médiatiques, tout en plongeant secrètement un énorme siphon dans leur dos, saignant et pillant sans relâche la richesse d'une dynastie millénaire pour engraisser sa propre famille. Anne plia le reçu en deux et le glissa profondément dans la poche de son manteau de laine noire. Ses pas étaient fermes, avançant froidement dans la nuit. Il n'y eut ni cris paniqués ni course frénétique pour trouver des renforts. Cette trahison était trop massive pour être résolue par des larmes ou des réunions de famille. La chasse la plus impitoyable de l'histoire de la monarchie avait officiellement commencé. Et Anne savait qu'elle serait celle qui déchirerait personnellement ce rideau de velours sale. Anne ne frappa pas à la porte du roi Charles. Elle n'était certainement pas assez stupide pour décrocher le téléphone et appeler la police royale ou chercher de l'aide auprès d'une agence d'enquête publique. Dans les bas-fonds du pouvoir où toutes les règles peuvent être tordues par ceux qui tiennent les médias et le trône, remettre un reçu aux autorités était simplement un acte suicidaire stupide. Camilla avait suffisamment de complices et d'offenses graves pour transformer ce bout de papier en un faux élaboré, une erreur comptable ou pire, pour faire porter le chapeau à un bouc émissaire. Dans ce cas, la personne isolée, marquée comme la femme jalouse et faiseuse de troubles, serait finalement Anne. Pour faire tomber une reine au sommet du pouvoir, elle ne pouvait pas se contenter d'un seul bout de papier. Elle avait besoin d'une montagne massive de preuves en acier trempé, capable d'étouffer toute dénégation et de ne laisser aucune issue à l'ennemi. Quittant la grandeur du palais, Anne conduisit elle-même un véhicule tout-terrain sombre, sirène éteinte, traversant silencieusement les rues épaisses et brumeuses de Londres. Sa destination était un sous-sol abandonné et humide, caché sous une tour de guet délabrée à la périphérie de la ville non répertoriée sur aucune carte touristique. Ici attendaient les vrais fantômes du royaume. C'était le réseau gris, un petit groupe d'anciens conseillers de détectives chevronnés, des services de renseignement et de fidèles serviteurs qui avaient prêté serment de sang à la défunte reine. Ils ne travaillaient pas pour le gouvernement actuel. Ils ne se souciaient d'aucun nouvel ordre venant de Buckingham Palace. Leur vie et leur loyauté n'appartenaient qu'à la lignée pure du sang de la famille. Et ils étaient prêts à faire les travaux les plus sales pour la protéger. Anne descendit les marches de pierre couvertes de mousse. Elle jeta le reçu froissé sur la table en fer rouillé au milieu de la pièce sombre. Les yeux froids et perçants des anciens espions fixèrent le chiffre astronomique et le sceau rouge vif. Les ordres d'Anne furent donnés avec une froideur et une détermination extrême, dépourvues de toute émotion personnelle. Suivez chaque penny, tracez chaque transaction sur le marché noir, trouvez l'origine de chaque mallette d'argent liquide et ne laissez absolument aucun bruit qui pourrait alerter la proie dans le palais. Le filet commença à se refermer silencieusement, mais il aspira tout l'oxygène. L'équipe de détectives se divisa en 3 directions opérationnelles indépendantes, évitant les réseaux téléphoniques internes et ne communiquant que par code physique chiffré depuis la guerre froide, à l'aide de techniques de filature professionnelle d'échange d'informations sur les docks et d'infiltration dans les réseaux de transport clandestins. Ils commencèrent à reconstituer les fragments d'un syndicat criminel terrifiant de complexité. L'horrible obscurité derrière la façade dévouée et glamour de la reine prit progressivement forme. Les documents renvoyés dans la chambre sombre d'Anne
n'étaient pas des fichiers numériques facilement effaçables, mais des rouleaux de pellicules développés à la main et des relevés bancaires originaux avec des sceaux superposés. La vérité était que Camilla avait utilisé les fastueuses tournées royales à l'étranger des voyages loués par les médias comme des symboles d'unité mondiale comme couverture parfaite pour son opération de pillage d'actifs. Les budgets de ces voyages étaient gonflés des dizaines de fois par son équipe. D'énormes mallettes d'argent liquide jamais contrôlées par la douane étaient discrètement chargées sur des jets privés sous couvert de bagages diplomatiques top secret. De pistes d'atterrissage privées et argent sale coulaient directement dans de magnifiques casinos souterrains au Luxembourg et à Monaco. Là, des blanchisseurs d'argent professionnels se faisant passer pour des hommes d'affaires transformaient en l'argent marqué par le pillage de la famille en chiffres propres et parfaitement légaux au sein du système bancaire international. Personne n'aurait pu soupçonner que l'argent né de la sueur et de l'héritage du royaume était jeté sur des tables de roulette pour être légitimé au profit d'un individu vicieux. Finalement, cet argent blanchi convergeait vers une seule destination, les Caraïbes ensoleillées et venteuses. L'équipe d'Anne avait rassemblé des photographies ultra nettes prises depuis des hélicoptères de surveillance privés. Des méga-villas magnifiques cachées derrière des palmiers, imposant des îles privées isolées, avec des marinas de luxe abritant des yachts à plusieurs millions de dollars. La partie la plus écœurante plantant un couteau fatal dans l'honneur de la monarchie ne résidait pas dans ce luxe ostentatoire, mais dans les noms inscrits sur les actes de propriété. Sur toutes ces méga-villas valant des dizaines de millions de livres, pas un seul bien n'était enregistré au nom de la famille royale britannique. Tous portaient arrogamment les noms des proches du sang de Camilla, ses cousins et frères et sœurs pauvres. Une grande migration réussie de richesses avait été exécutée sous le nez de tout le monde, transformant la sueur, les larmes et les actifs séculaires des royaux en tremplin de pouvoir et de richesse infinie pour une famille étrangère parasite. Lorsque toutes les preuves furent soigneusement rangées dans une maillette en cuir noir brillant, Anne décida de lancer la première frappe psychologique. Elle ne choisit pas de démasquer bruyamment son ennemi en public ou lors d'une fête remplie de politiciens. Cela aurait été un acte impulsif et vulgaire. Anne choisit de coincer la coupable directement dans son repère, le plus sûr pour prouver qu'aucun coin de ce palais n'échappait au contrôle de la lignée royale. En début d'après-midi, alors qu'une lumière pâle filtrait à travers les vitraux, Anne avança dans le couloir de l'aile ouest, les quartiers absolument privés de la reine. Elle ne prit pas la peine de frapper, passa devant les femmes de chambre stupéfaites, poussa violemment les portes en chaînes sculptées et entra dans le salon de thé privé de Camilla. L'air était lourd du parfum épais d'huile essentielle de rose coûteuse. La reine était assise nonchalamment sur un canapé en cuir capitonné, portant une tasse de porcelaine à fils d'or à ses lèvres. À son doigt brillait une énorme bague en diamant sous la lumière du soleil, symbole du pouvoir ultime qu'elle avait si durement conquis. Il n'y eut aucune politesse, aucune révérence cérémonielle. Anne sortit froidement de son manteau une liasse de photos couleur fraîchement développées dans la chambre noire la veille. Elle s'avança et plaqua violemment la liasse sur la table en verre trempé, image des méga-villas ultra-luxueuses et isolées aux Caraïbes, relevés bancaires estampillés en rouge des banques souterraines de Monaco et actes de propriété portant les noms flagrants des frères et sœurs de Camilla. Le silence dans la pièce se condensa instantanément, devenant suffocant. On aurait pu s'attendre à une réaction de panique absolue, à une chute pathétique à genoux pour supplier ou à des larmes de crocodile pour nier le crime comme une vulgaire voleuse. Mais non. Camilla s'arrêta exactement 2 secondes. Ses yeux parcoururent les photos, ses pupilles se contractant légèrement en reflétant les villas en bord de mer. Après ces 2 brèves secondes, elle esquissa un sourire narquois. Un rictus effronté et profondément arrogant apparut sur le visage, toujours soigneusement maquillé pour paraître bienveillant. Camilla posa lentement sa tasse sur la soucoupe en porcelaine fine, produisant un cliquetis froid. Elle leva ses yeux tranchants et regarda droit dans le regard perçant d'Anne. Au lieu de nier ou d'offrir des excuses détournées, Camilla admit férocement tout. Elle se cala contre le canapé, croisa les jambes et, d'un ton froid et net, articula chaque mot comme si elle présentait une vérité évidente.
Camilla déclara que la somme stupéfiante de milliards de livres n'était pas un acte méprisable de vol, mais une compensation méritée le butin de guerre pour les années pendant lesquelles elle avait enduré le mépris du public. Elle se justifia avec une logique cynique mais vicieuse. Cette monarchie pourrie. Elle se tient au bord de l'effondrement sous les pressions de l'ère moderne et de la démocratie. J'ai dû personnellement accumuler et grappiller tout ce que je pouvais pour assurer l'avenir de moi-même et de ma lignée. Ça. Camilla déclara nonchalamment que si un jour ce trône fragile s'effondrait, elle ne permettrait pas qu'elle et sa famille soient jetés à la rue comme des mendiants. Ne s'arrêtant pas à cette audace pure, Camilla releva le menton et lança une contre-menace qui frappa directement la faiblesse fatale d'Anne. Elle montra la pile de photos et osa Anne de sortir ce tas de papier et de le remettre à un réseau de télévision ou à un journal. Camilla ricana ces mots tranchants comme du verre brisé. Si Anne osait souffler un mot, cette vérité sale ferait la une de tous les journaux du monde. Le prestige du roi Charles, qui avait passé sa vie à défier le public pour la placer sur le trône, se transformerait en cendre une tache indélébile. Le trône entier, la millénaire institution, que Anne risquait sa vie pour protéger, serait traîné dans la boue et démoli par la colère colossale des contribuables. Camilla utilisait la survie même de la monarchie, l'honneur même du roi Charles comme otage. Elle misait tout sur le fait qu'Anne n'oserait jamais détruire personnellement l'héritage de la défunte reine, n'oserait jamais traîner les fondations de sa famille dans la boue juste pour punir un individu. Une confrontation directe entre deux idéologies, loyauté absolue à la lignée du sang versus la cupidité sans fond et la trahison d'un parasite. Le sommet de l'arrogance, le geste nonchalant de la main et la menace de sang-froid dans le salon de thé n'était en réalité qu'un masque cachant une terreur bouillonnant sous sa peau. Au moment où les portes du salon se refermèrent brutalement derrière Anne, le silence revint. Et immédiatement une panique nue et réelle engloutit entièrement la reine. Sa défiance éloquente de quelques instants plus tôt ne pouvait cacher la vérité fatale, Anne la tenait à la gorge. Camilla comprenait trop bien la terrifiante impitoyabilité et la résolution inébranlable de cette princesse. Elle savait qu'Anne ne proférait jamais de menaces en l'air. Cette pile de photos n'était que la partie visible de l'iceberg. Un dernier avertissement avant que la véritable sentence ne soit prononcée. Dès que la nuit tomba sur le palais, Camilla passa à l'action. L'atmosphère royale fut remplacée par l'odeur frénétique de gangsters d'un syndicat acculé. Une série d'ordres d'urgence fut émise en silence à ses hommes de main les plus fidèles. Le réseau souterrain de la reine se mit à travailler frénétiquement, comme des rats d'égout essayant d'échapper à un navire en train de couler. Au plus profond du sous-sol des bureaux de l'aile et où la lumière du soleil ne parvenait jamais, d'énormes broyeuses industrielles à papier furent mises en marche à puissance maximale. Le rugissement des machines déchira le cœur de la nuit, fonctionnant si continuellement que les moteurs fumaient avec une odeur de brûlé. Des milliers de documents financiers, de registres de transactions bancaires et de reçus sensibles furent impitoyablement enfoncés dans les mâchoires des machines, recrachant des rubans de confettis sans signification qui s'amoncelaient dans le tas. Cela ne s'arrêta pas là. Des dizaines de disques durs d'ordinateurs contenant des données internes et des enregistrements de circulation monétaire furent traînés dans une cour isolée. Sous la brune glaciale de Londres, des hommes costauds abattirent lourdement des masses à plusieurs reprises. Le bruit assourdissant de métal brisé et de circuits fracassés résonna. Des dispositifs de stockage à la pointe de la technologie furent pulvérisés au-delà de toute récupération. Sur un front encore plus impitoyable dans les quartiers éloignés du personnel comptable extérieur, des hommes de main en manteau noir firent éruption. Ils n'utilisèrent aucune convocation. Ils n'offrirent aucune explication. Les portes furent enfoncées. Ils pressèrent des couteaux de chasse froids et tranchants directement contre la gorge des pions sacrificiels à moitié endormis. Les pauvres comptables qui s'étaient sali les mains en suivant les ordres d'en haut furent forcés de rassembler leurs affaires en quelques minutes. Vêtements et objets furent jetés pêle-mêle dans des valises. Ils furent traînés brutalement poussés à l'arrière de camions noirs sans fenêtres ni marques et escortés loin disparaissant du territoire londonien au cœur de la nuit. Tout témoin vivant capable d'ouvrir la bouche pour avouer fut éliminé, forcé de s'évaporer parfaitement de la surface de la terre.
Le climax de la destruction, l'ultime symbole de cupidité et de désespoir, eut lieu dans la cour arrière du stockage des archives classifiées. Camilla se glissa hors de sa chambre, son épais manteau de vison serré autour d'elle, pour cacher son corps tremblant de froid et de peur. Elle se tint sur un haut balcon, les yeux écarquillés fixant la cour sombre. En bas, ses hommes de main jetaient de grands sacs contenant des documents originaux de transactions et des contrats immobiliers non numérisés dans un énorme incinérateur de briques. Un allume-feu fut lancé. Les flammes jaillirent violemment, avalant avidement des dizaines de milliers de pages. Le feu rouge rugissant illumina un coin du ciel nocturne se reflétant dans les yeux ambitieux de l'usurpatrice. L'odeur âcre de papier brûlé assaillit les narines. Les flammes agressives déchiraient et incinéraient tout comme la cupidité consumait les derniers lambeaux de sa conscience. Chaque trace physique reliant directement les énormes mallettes d'argent liquide aux villas en bord de mer des Caraïbes se transformait en cendres voltigeant dans le vent froid de la nuit. Lorsque le feu s'éteignit lentement, ne laissant qu'un tas de cendres noires carbonisées et désolée, Camilla se retourna et regagna sa chambre. Elle enleva son manteau, se versa un alcool fort et le but lentement. Elle poussa un long soupir, un sourire satisfait, teinté de malice florissant sur ses lèvres. Camilla était convaincue d'avoir gagné. Elle avait la certitude absolue qu'après cette nuit, il ne resterait plus aucune preuve originale, aucun être humain sur cette terre pour s'opposer à elle. Elle se berçait de l'illusion que la pile de photos d'Anne ne serait plus que des bouts de papier sans valeur légale pour condamner une reine régnante. Un sommeil tardif mais rassuré vint à la femme perverse, totalement inconsciente, que cette confiance aveugle ouvrait la voie à la sentence la plus brutale qui allait s'abattre sur sa tête. La panique absolue de Camilla pendant la nuit de destruction des documents devint ironiquement une faille fatale. Lorsque les flammes eurent nettoyé les étagères de dossiers à Londres, la reine ignorait qu'elle avait laissé un vide massif dans son système de personnel. L'équipe de renseignement du réseau Gris d'Anne, avec des décennies d'expérience dans la traque des traders, repéra immédiatement un point aveugle flagrant. En recoupant la liste de ceux jetés dans les camions par les hommes de main cette nuit-là, un nom manquait entièrement sur Tony. Ce Tony n'était pas un simple comptable. C'était l'homme de main droit le plus vital, celui qui détenait les clés du coffre pour toutes les transactions noires de Camilla. C'était l'architecte en chef qui avait conçu les plans de blanchiment via les casinos de Monaco et les avait acheminés vers les Caraïbes. La disparition de Tony juste avant la purge interne prouvait qu'il avait flairé la mort à temps. Il s'était enfui emportant avec lui son unique bouée de sauvetage. Sans perdre une seconde, Anne décida de terminer à la chasse elle-même. Elle enfila son célèbre manteau trench en laine noire sans emmener de garde du corps royaux pour éviter d'alerter la proie. Un jet militaire non marqué déchira le ciel nocturne décollant d'une piste privée et filant droit vers l'ouest. La destination était une banlieue reculée et délabrée, enveloppée de brouillard glacial dans le sud de l'Irlande. C'était une région oubliée du monde où des maisons de briques écaillées se serraient sous des nuages gris sombres. Anne conduisit elle-même un Jeep loué à la hâte depuis l'aéroport, avançant silencieusement sur des chemins de terre boueux. Elle arrêta la voiture devant une auberge branlante où une enseigne en bois pourri grinçait dans le vent froid. Le bâtiment empestait la bière éventée et l'odeur de moisi de tapis jamais lavés. C'était la dernière cachette de l'homme qui tenait la vie de la reine d'Angleterre. Anne ne frappa pas. Elle recula d'un pas et donna un coup de pied dévastateur avec son talon en cuir renforcé d'acier. Le cadenas rouillé vola en éclats. La porte en bois s'ouvrit violemment claquant contre le mur. Dans la pièce sombre, Sir Tony était recroquevillé sous un lit en fer écaillé. Entendant le fracas terrifiant, il bondit le visage vidé de tout son sang, en voyant la silhouette grande et froide de la princesse Anne, comme une faucheuse encadrée dans l'embrasure de la porte. Anne entra sans dire un mot. Le bruit de ses talons sur le plancher de bois pourri résonnait d'un coup net et retentissant. Elle traîna l'homme traître hors du lit par le col et le jeta violemment au sol. De la ceinture de son trench, Anne tira un couteau de chasse tranchant comme un rasoir souvenir de son défunt père. Elle ne plaça pas le couteau contre la gorge de Tony. Au lieu de cela, elle planta violemment la pointe de la lame dans la table en bois voisine.
La lame s'enfonça jusqu'à la garde, vibrant intensément le reflet froid du métal, plongeant directement dans les yeux écarquillés et paniqués de l'ennemi. Le regard d'Anne ne contenait absolument aucune pitié ni miséricorde. Se tenant à la frontière de la vie et de la mort face à quelqu'un au sang royal pur prêt à tout pour protéger la famille, Tony s'effondra complètement. Sa ligne de défense psychologique vola en éclats. Il rampa à quatre pattes jusqu'au coin de la pièce, utilisant ses doigts tremblants pour soulever une lame de plancher ébréchée. Du trou sombre, en dessous, Tony sortit une solide boîte en acier lourde et glacée au toucher. Il tendit la boîte des deux mains à Anne. Cette boîte en acier était l'arme fatale, le cœur de tout le réseau criminel. À l'intérieur de cette coquille impénétrable se trouvait un rouleau de microfilm contenant tous les fichiers originaux qui n'avaient pas été brûlés et surtout un grand livre relié en cuir rouge. Ce registre contenait des notes détaillées de chaque fonds détourné et à chaque page étaient joints des relevés bancaires frais, signés à l'encre bleue familière de la main même de la reine Camilla. La preuve ultime, un objet tangible portant le pouvoir de détruire une monarchie entière, se trouvait enfin entre les mains de la justice. De retour à Londres avec la boîte en acier fatidique en main, Anne ne retourna pas dans ses quartiers privés pour se reposer. La fureur dans ses veines ne lui permettait pas d'attendre une seconde de plus. Cette guerre devait se terminer aujourd'hui. Elle avança dans le couloir au tapis rouge menant à la zone la plus puissante du royaume, le bureau privé du roi Charles. L'atmosphère ici était calme et imposante. Les énormes portes en chêne étaient bien fermées. À l'intérieur, Camilla était assise à côté de son mari, versant attentivement une tasse de thé Earl Grey, souriant doucement, continuant à jouer parfaitement le rôle d'une reine exemplaire et dévouée. Elle était certaine que les cendres de la nuit précédente avaient enterré à jamais tous ses péchés et que sa position sur le trône était inébranlable. Les portes s'ouvrirent de brutalement sans aucun coup d'avertissement. Anne entra comme une tempête de neige. Derrière elle ne suivaient pas des femmes de chambre, mais quatre gardes royaux, imposants et lourdement armés. Ils se déployèrent immédiatement, sécurisant toutes les issues et verrouillant les portes du bureau. L'air dans la pièce gela instantanément. Le sourire sur les lèvres de Camilla se transforma en glace. Anne marcha droit vers le bureau en acajou d'1 million de livres du roi Charles. Elle n'offrit aucune explication, aucune présentation. Elle plaqua la solide boîte en acier au milieu du bureau. Le métal heurtant le bois produisit un craquement assourdissant qui ébranla toute la pièce. Le couvercle fut ouvert. Anne plongea la main à l'intérieur, sortit le registre rouge et les photos développées à partir du microfilm, les éparpillant sur les documents d'état ouverts du roi. Tout était nu sous la lumière du lustre. Chaque transaction sale, chaque chiffre de dizaines de millions de livres prélevés sur le trésor, chaque photo des méga-villas isolées portant les noms des frères et sœurs de Camilla. Et enfin les signatures fraîches et flagrantes de la reine elle-même confirmant la dispersion des actifs. Le visage de Camilla devint d'une pâleur mortelle. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. La cuillère en argent dans sa main tomba avec un bruit sec sur le tapis de laine éclaboussant des gouttes de thé. La vérité nue et cruelle était exposée devant le roi Charles. Le roi était stupéfait. Ses mains ridées tremblaient en tournant chaque page du registre, ses yeux se brouillant sous le choc de cette trahison fatale. La femme qu'il avait protégée la moitié de sa vie, défiant le mépris de millions de citoyens, défiant sa propre mère, le trahissait. Maintenant, elle était l'énorme Sang-Su qui pompait le sang vital de sa famille. Des milliards de livres de sueur et de larmes avaient été volés par la femme même qui partageait le cadre royal avec lui. Mais au climax ultime du conflit, alors que chaque spectateur retenait son souffle, attendant une arrestation bruyante, attendant que Charles frappe du poing sur le bureau de rage hurlant pour que la police royale fasse éruption, menotte la coupable et la jette sous les feux de la justice mondiale, le retournement le plus impitoyable, le plus caractéristique de la froideur de la classe dirigeante frappa. Charles se leva lentement. Son visage était tordu par l'agonie extrême de la trahison d'un mari heurtant le devoir colossal d'un monarque. Il regarda Camilla qui tremblait comme une feuille sèche, puis leva les yeux droits dans le regard tranchant comme un couteau d'âne. Le silence s'étira, suffocant lourd comme du plomb.
Au lieu de décrocher le téléphone pour appeler le bureau d'enquête ou d'émettre un décret public de destitution, Charles se tourna vers les gardes. Sa voix était brisée mais portait le poids d'un trône millénaire. Pas un mot ne doit filtrer. Aucune police ne mettra les pieds dans ce palais. Le choc frappa l'auditoire de plein fouet. Charles avait pris la décision impitoyable d'un roi. Pour sauver la face du trône, pour épargner à la monarchie un ouragan de colère publique, capable de détruire entièrement l'institution royale, il choisit d'enterrer cette vérité sale au plus profond d'une tombe. Il n'y aurait ni procès, ni couverture médiatique, ni prison. La voleuse de milliards du pays ne comparaîtrait pas au banc des accusés. L'institution royale avait étranglé sa propre justice pour protéger la couronne posée sur sa tête. Cependant, ne pas être traduite en justice ne signifiait pas que la traîtresse serait pardonnée. La sentence fut exécutée au sein même des 4 murs étouffants du palais, et elle portait une cruauté encore plus terrifiante qu'une peine de mort. Au signe de tête froide de Charles, les imposants gardes royaux se ruèrent immédiatement. Camilla hurla et se débattit, mais elle fut rapidement et brutalement plaquée sur une chaise sans plus aucune déférence laissée pour une reine. Froidement et avec détermination, ils la dépouillèrent de tous les symboles de pouvoir et de richesse sur son corps. Le collier incrusté de diamants fut arraché tombant avec fracas sur le sol. Les bagues serties de pierres précieuses valant des millions furent violemment retirées de ses doigts griffants. Son téléphone personnel hautement sécurisé, les clés maîtresses des coffres, les cartes bancaires Vichy, IP, tout fut entièrement confisqué au milieu de sa panique ultime. Charles, tournant le dos, marcha vers la fenêtre et émit une interdiction tranchante interdisant à Camilla d'ouvrir la bouche pour se justifier. Au cœur de la nuit, sans tambour ni trompette, sans communiqué de presse, Camilla fut traînée hors des quartiers luxueux réservés au roi et à la reine. Elle fut escortée et jetée dans un secteur isolé, situé dans l'aile la plus ancienne, la plus sombre et la plus froide du palais, un endroit autrefois utilisé des siècles plus tôt, pour loger des royaux coupables d'inceste. Les portes en chêne cerclées de fer furent verrouillées de l'extérieur avec d'énormes cadenas et chaînes. 4 gardes lourdement armés au visage froid, comme des figures de cire, furent chargés de monter la garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 devant la porte. Camilla fut coupée de toute forme de communication avec le monde extérieur. Pas d'Internet, pas de téléphone, aucune permission de contacter un membre de sa famille. Elle n'avait pas le droit de sortir de la zone surveillée, pas même d'un demi-pas. Camilla se transforma officiellement en une reine marionnette. Devant les objectifs des médias lors des grandes cérémonies obligatoires, elle serait forcée de porter des robes royales, d'afficher un sourire figé et de se tenir aux côtés du roi Charles sous la surveillance stricte de snipers cachés. Mais lorsque les portes du palais se refermaient, elle redevenait une prisonnière morte vivante. Un fantôme persistant dépouillé de tout pouvoir, honneur et dignité. Elle était emprisonnée à l'intérieur même de la fausse richesse qu'elle avait autrefois tant convoitée. Un exil psychologique si brutal qu'il aurait fait préférer la mort à la méchante femme. En même temps, sous la direction de Frère Dan, l'opération de récupération des actifs eut lieu dans l'ombre. Les agents les plus élites vêtus de vêtements noirs ordinaires prirent discrètement des vols privés vers les Caraïbes. À l'aide des tactiques d'intimidation souterraines, les plus féroces pistolets sur la tempe et dossiers jetés sur la table, ils forcèrent les proches de Camilla, vivant dans le luxe, à signer docilement les actes de cession, toutes les mégavillas. Hulaises privées et comptes bancaires cachés furent ouvertement confisqués. Les milliards volés retournèrent silencieusement dans les caisses de la famille. La lignée parasite fut instantanément écrasée, jetée à la rue les mains vides, retournant à la misère dont elle venait. Le plan final clôturant ce récit de sang et de larmes royaux ne fut pas une célébration victorieuse. La caméra recula lentement, capturant le dos droit, mais profondément solitaire de la princesse Anne. Elle se tenait les mains jointes derrière le dos, regardant silencieusement par la fenêtre claire du palais. Dehors, le ciel de Londres déversait une pluie torrentielle. Les gouttes frappaient de la vitre comme les larmes interminables de la monarchie. La cupidité avait été punie. Les voleurs parasites avaient été écrasés sous le talon du pouvoir.
L'argent et les actifs séculaires avaient été récupérés, reposant en sécurité dans les coffres royaux. Pourtant, cette victoire était noyée dans un goût amer qui serrait le cœur de la gardienne. La justice avait été tordue, déformée pour protéger le faux glamour du trône. L'horrible vérité d'une dynastie pourrissante où la cupidité et la trahison régnaient juste dans le lit du roi fut enterrée à jamais sous les pierres froides du palais de Buckingham. La menace vicieuse venue de l'intérieur avait été enfermée dans l'obscurité, mais le gouffre profond de la trahison ne guérirait jamais vraiment. Tout était terminé. La monarchie tenait encore debout, mais elle survivait de la manière la plus impitoyable, la plus vide et la plus silencieuse possible. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez aussi sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'apprécier. Vous allez l'apprécier. Vous allez l'apprécier.